merci pour cette présentation. C'est toujours difficile, très difficile de suivre Antoine Compagnon. Et, je reviendrai sur quelques-uns de quelques aspects du cours dont il a parlé. Donc, j'espère que la conversation peut continuer après. Alors, pour moi, c'est un honneur et un plaisir de participer à ce colloque vraiment exceptionnel. Je remercie William Marks et Mathilde Marina. D'autant plus que je ne suis pas du tout spécialiste de Valéry. J'aime bien les poèmes de Charme, mais surtout, j'ai une grande admiration. J'ai toujours été grand admirateur de l'essai Poésie et pensée abstraite et de l'enseignement de la poétique au Collège de France. Texte qui propose une poétique formaliste axée sur la problématique du langage. Alors, quand William Marks m'a dit qu'il publiait les cours de poétique de Valéry, j'attendais avec impatience la parution de ces volumes, puisque la poétique, dans le sens de la poétique d'Aristote ou de la revue poétique, a toujours été au centre de mes recherches. La poétique, c'est-à-dire qui cherche à comprendre le fonctionnement des œuvres par opposition à l'herméneutique qui cherche à les interpréter. Alors, mon attente était fondée sur le projet d'enseignement rédigé par Valéry Candidat. Voilà. Intervention historique dans l'évolution de la poétique, où il parle de dégager l'histoire littéraire des faits accessoires et de remédier au fait que la forme d'activité intellectuelle qui engendre les œuvres même soit fort peu étudiée. Alors, cet enseignement promettait une contribution très importante à la poétique. En somme, conclut-il, l'étude dont nous parlons aurait pour objet de préciser et de développer la recherche des effets proprement littéraires du langage, l'examen des inventions expressives et suggestives qui ont été faites pour accroître le pouvoir et la pénétration de la parole. Et la poétique est définie ici comme nom de tout ce qui a trait à la création et à la composition d'ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen. Alors, imaginez alors ma déception quand j'ai eu entre les mains la magnifique édition de William Marks et de son équipe. Je regrette d'introduire une note négative ici, mais je crois que Valéry aurait approuvé. Il veut qu'on se divise contre soi-même et confronter le côté négatif au côté positif de son projet semble important. Alors, je voyais que le programme du cours avait subitement changé de cap. La poétique était désormais définie sans référence à la littérature, mais comme vous savez, l'étude de la production des œuvres de l'esprit en général, donc de tous les arts, la musique, la peinture, même au-delà, la philosophie, et même de la création scientifique. Alors, je regrette d'avouer ma déception, mais cela m'a paru un cas de ce qu'on appelle en anglais bait and switch. Comme Valéry, poète distingué, séduit le corps des professeurs avec son projet d'un enseignement sur la littérature, et une fois élu, elle lui donne toute autre chose. Un vaste projet, l'esquisse du système de sa pensée, génial, mais très abstrait et éventuellement, comme l'a déjà dit Antoine Compagnon, plein de répétitions. Alors, dans les cours, déclarant que ce qui l'intéresse est la création intellectuelle en général, Valéry se détourne de la poétique au sens de l'étude des structures et des conventions qui rendent possibles les effets des œuvres littéraires. Ma déception a certainement un caractère personnel, car cette généralisation du sujet le rend plus intéressant à d'autres personnes, bien sûr. Mais ma déception me semble justifiée. Valéry va jusqu'à dénigrer l'enseignement qu'il avait proposé. Vous savez combien j'ai changé ensemble la signification même de ce mot poétique.
qu'au lieu de m'occuper de poésie, ce qui d'ailleurs serait un enseignement assez vain, en dehors des questions peu importantes de prosodie et de métrique, donc j'ai changé complètement mon orientation, plutôt la signification même de ce titre, et je l'ai baptisé poétique, c'est-à-dire l'étude de la fabrication de toutes les œuvres de l'esprit. Et ensuite, quand il parle de la littérature, de la poésie, il le fait dans des termes assez abstraits, sans exemple concret qui aurait pu, comme il dit, illustrer les inventions pour accroître le pouvoir de la parole littéraire et avancer des questions de poétique. Alors, il se peut que les séances de samedi aient suppléé à ce manque, et on regrette beaucoup, moi je regrette beaucoup, qu'elles n'ont pas laissé des traces. Mais je dois quand même assumer ma déception et réfléchir sur ce que sa nouvelle démarche peut apporter à la poétique au sens ordinaire du terme. Sa façon d'aborder la poésie ici est assez insolite et pourrait offrir d'aperçus importants, je crois. D'habitude, la poétique prend comme objet les œuvres littéraires en tant qu'instance d'un système de possibilités, ce qui aurait dû convenir bien à l'esprit de Valéry, n'est-ce pas? Quels en sont les éléments? Comment se combinent-ils pour fonctionner? La poétique situe les œuvres dans ce système de possibilités afin d'en expliquer les effets. Mais Valéry proclame que, comme vous savez, que l'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte, que ce n'est qu'en acte qu'on peut l'observer, c'est-à-dire en production ou consommation. Et dès le début, il insiste, on a déjà mentionné, Antoine, insiste sur la nécessité de séparer production et consommation. Ce sont deux systèmes essentiellement séparés. Et vers la fin de ses cours, il dénonce une erreur générale de la critique qui consiste à ne pas discerner dans l'examen des œuvres le point de vue même du producteur ou du consommateur. Comment voulez-vous considérer une œuvre? Ou vous êtes celui qui l'a fait, ou bien vous êtes celui qui en jouit ou n'en jouit pas, n'est-ce pas? Qui la consomme. La troisième possibilité qu'il traite de scolaire consistera à prendre un texte comme s'il était un objet matériel déterminé, on dit, dont on peut compter les emplois d'un mot, le nombre de types syntaxiques dont il se sert, ce qui est complètement vain. Faire de la procédure sur ces vers, ce qui n'apprend rien à personne. Alors, sa perspective l'amène même à décréter que l'œuvre est presque un déchet des opérations de l'esprit. Alors, loin de la sacralisation de l'objet littéraire du poème, etc. Alors, cette orientation lui permet de remettre en cause plusieurs idées reçues, comme celle de l'auteur, par exemple, conçue maintenant comme le site d'une production plutôt impersonnelle, et de la valeur littéraire qu'il lie à la jouissance des lecteurs. L'accent sur la production mène à des réflexions générales importantes sur le rôle du hasard, par exemple, dans la production. C'est en général par un accident, dit-il, que commence une œuvre quelconque, et c'est ce qu'il appelle les conditions accidentelles qui sont constantes. Voilà. Intéressant. Alors, il parle de l'importance de la sensibilité, mais l'œuvre elle-même serait une lutte contre la sensibilité. En plus, si l'esprit ne se divisait contre soi-même, il serait incapable d'œuvre. Il note, c'est peut-être un des points les plus importants, il note la multitude d'éléments hétéroclites qui entrent en jeu dans la composition poétique, musicaux, rationnels, significatifs, suggestifs, composition qui demande une liaison entre une rime et une syntaxe, entre le son et le sens, mais comment c'est, hésitation entre le son et le sens. Donc, contre la notion que l'œuvre est une fusion harmonieuse de tous ces éléments, il déclare que le poète essaie de combiner des valeurs finalement incommensurables. Et en somme, que la poésie est faite de beaux détails, ce n'est pas une œuvre organique, disons, faite de beaux détails. Quand vous faites des vers, le langage poétique reprend ses doigts et vous dit « Pardon, moi je suis langage poétique, moi je suis rime, moi je suis timbre du langage. Et il faut tout de même me céder quelque chose. »
On ne peut pas, ces combinaisons entre les deux ordres de choses si différentes ne peuvent avoir lieu, ne peuvent s'effectuer qu'au prix de sacrifices réciproques. Il faut payer en signification ce que l'on gagne en valeur de vérité sensorielle et réciproquement. Mais surtout, il devient évident qu'une véritable étude de la production poétique doit se concentrer sur les choix que fait le poète, ce qu'il appelle les modifications successives qui doivent amener l'œuvre à exister. Si on veut séparer production et consommation, c'est là qu'on devrait se concentrer, il me semble. Notre plus grand mérite, dit-il, n'est pas de trouver, mais de choisir ce qui est trouvé. Ce serait en réfléchissant sur ces choix où différentes possibilités auraient produit des effets différents qu'on arriverait à mieux comprendre les techniques poétiques, ce qu'il appelait dans sa proposition d'enseignement les inventions expressives faites pour accroître le pouvoir de la parole. Dans un texte de 1935, Question de poétique, en parlant de la plume hésitante de l'écrivain, Valéry regrette que, citation, personne ne recherche dans l'examen approfondi de ces substitutions, ces notations contractées, ces méprises réfléchies, de ces expédients, les propriétés qu'ils supposent. Le poète, sans le savoir, se meut dans un ordre de relations et de transformations possibles. C'est ça la vision d'une poétique, n'est-ce pas? Dont il ne perçoit ou ne poursuit que les effets momentanés et particuliers qui lui importent dans tel état de son opération intérieure. Personne, dit-il, ne semble avoir même entrepris de reprendre cette analyse. Alors, belle occasion, 8 ans de cours poétiques quand même. Et effectivement, dans les cours, il revient à ce projet. Il est tentant de ne pas s'attarder sur une œuvre. À mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est au contraire de reprendre ce qui a été donné pour rien dans une première opération de l'esprit, de travailler ce qui m'est donné ainsi par moi-même, mais par un second moi-même qui regarde cela d'un œil tout à fait différent et qui aperçoit là-dedans le germe, le commencement d'une série de travaux conscients. Et encore, toute la question très curieuse de tâtonnement et de recherche mériterait d'une étude spéciale qu'il faudrait faire en détail. Alors pour moi, de telles formulations sautent aux yeux parce que dans les cours, c'est précisément le détail qui manque, bien qu'il y ait des projets ou des désirs, certains désirs, même des projets. Alors c'est dans les actes de révision qu'émergent les techniques et les valeurs de la poétique, que l'on se sert de sa propre expérience de composition et de correction ou des brouillons d'autres poètes qui permettraient de remontrer de l'œuvre aux transformations qu'il aurait produites. Alors, toutes ces questions, avoue-t-il, sont évidemment très difficiles à mettre en forme précise, mais souvent il y a une documentation abondante de brouillons, de ratures, etc., qui permettrait une étude sérieuse des choix pour lesquels on essaierait de comprendre les raisons et par là découvrir les conditions des effets littéraires. Il y a, répète-t-il, une étude systématique à faire de ces recherches, non pas dans un auteur, mais dans un ensemble. Il serait intéressant une bizarre formulation, il serait intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question, évidemment ce n'est pas son auditoire, n'est-ce pas, pour ceux qui s'intéressent à la question de faire une étude des tâtonnements comparés. Mais pourquoi pas, s'il en sait, même si c'est difficile, ce n'est pas le temps qui lui manque, hein. Il en a beaucoup devant lui. Pourquoi pas, s'il en sait, il parle avec enthousiasme des brouillons de Victor Hugo, insiste sur le fait que Hugo est le seul des romantiques qui peut durer indéfiniment parce que lui, il a fait des ratures. C'est parce qu'Hugo travaille tout le temps qu'il est arrivé vers 60-70 ans, dit Valéry, à faire ses plus beaux vers, c'est-à-dire des vers qui ont par eux une structure, une solidité admirable. Alors pourquoi ne pas nous offrir des exemples des choix qui auraient donné ces résultats admirables, par lesquels
Hugo serait arrivé à des vers d'une solidité admirable. Mais pour cela, il aurait fallu entrer dans le détail de ses choix, ce que Valéry renonce à faire. Alors, pourquoi? Pour moi, pourquoi? C'est ça la grande question. Et j'envisage plusieurs possibilités. D'abord, Valéry, première possibilité, Valéry imagine que ces questions de détail n'intéresseraient pas son public. On voit cela quand il parle d'une étude spéciale ou dit qu'il serait intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question. Mais aussi quand il parle des questions peu importantes de prosodie et de métrique. Il dit que faire de la prosodie n'apprend rien à personne. La deuxième possibilité, c'est que vraiment Valéry se trouve profondément engagé dans ce nouveau programme sur la création de l'œuvre de l'esprit en général, au point où il ne veut pas en diverger. Il s'emploie à déceler les opérations à l'œuvre dans tous les arts, et souvent des opérations dont tout un chacun serait capable, plutôt que d'identifier les opérations qui mènent à des chefs-d'œuvre. Dans le cours de 3 février 1945, où il parle des brouillons, il s'abstient de donner des exemples et insiste sur la question générale des processus mentaux par lesquels nous revenons sur nos idées et les transformons. Alors, troisième possibilité, les meilleurs exemples de la production de l'œuvre poétique viendraient sans doute de la pratique de Valéry lui-même, qui pourrait essayer d'expliquer pourquoi il aurait fait tel ou tel choix. Dans le projet de l'enseignement, à propos de l'analyse de l'acte de l'écrivain, il écrit « L'observation personnelle et même l'introspection trouvent ici un emploi de première importance, pourvu que l'on s'attache à les exprimer avec autant de précision qu'on le puisse. » Mais dans les cours, il hésite à parler en détail de sa propre pratique, peut-être parce que cela semblerait en contradiction avec l'affirmation répétée selon laquelle la connaissance de l'auteur ou de ce qu'il a voulu dire importe peu. William Marx, dans Les deux poétiques de Valéry et la naissance de la critique moderne, souligne le paradoxe du formalisme de Valéry. Pour lui, le moi se dissout. L'œuvre est le résultat d'un travail de type impersonnel, mais d'autre part, le manuscrit, le brouillon, l'objet le plus personnel devient seul témoin direct de la production de l'œuvre littéraire. Alors, si Valéry utilisait sa propre expérience pour expliquer la production de l'œuvre, il risquerait de remettre l'auteur personnel au premier plan. Mais il se peut aussi, dernière possibilité, qu'il trouve trop difficile de s'expliquer avec précision, la précision voulue ou demandée. Dans beaucoup de cas, écrit-il, oui, on pourrait dire du poète qu'il ne sait pas ce qu'il fait, même dans sa fabrication du vers. Il note que j'ai observé simplement que j'en savais aussi peu sur mes actions les plus faciles et les plus familières que sur les opérations qui ont pour résultat les ouvrages que nous admirons et qui nous semblent les produits les plus exceptionnels. Il veut qu'on parle de la production de l'œuvre plutôt que de l'œuvre même, mais cela s'avère trop difficile, possible seulement à un tel niveau de généralité que ce n'est guère productif. Mais il y a un exemple minuscule de ce qu'il aurait pu faire dans un petit texte de 1927, Les doigts du poète sur la langue. Il répond à une critique d'un vers de la Jeune Parc à propos du vers « Délicieux linceul, mon désordre tiède ». André Thérive avait écrit « Ce vers suppose que l'adjectif final compte 3 syllabes. » C'est affreux. Alors, c'est le bon vieux temps quand on parlait ainsi dans les journaux, n'est-ce pas? Et Valéry répond, il est exact que j'ai de ma propre autorité et contre la coutume opéré la diérèse, un tiède, dans l'intention d'obtenir un certain effet, la symétrie, délicieux, tiède. J'y trouvais une nuance voluptueuse. Donc, c'est
la consommation somptueuse, somptuaire dont parlait Antoine tout à l'heure, n'est-ce pas? Je pense, et continue, je pense que si quelques lecteurs en ressent les faits, le poète ipso facto est justifié. Je considère que c'est donc une question de fait et en somme de puissance. Alors on voit là le pragmatisme de Valéry à l'égard de la valeur littéraire, n'est-ce pas? C'est un beau détail, mais quand même, ça dépend, son valeur dépend de son puissance. Est-ce que ça arrive à créer un besoin chez le lecteur, etc. Je reviendrai à ça. Et il continue, bon, je peux passer sur cette continuation de cette réflexion. C'est précisément l'ambition du poète de trouver des écarts qui enrichissent. Il faut agir sur le langage. Mais ce genre de réflexion, j'y trouve une nuance voluptueuse et sans doute trop personnelle et peut-être trop axée sur des menus différentes pour servir de modèle dans ces cours. Alors, en parlant de la production, j'en viens à la consommation. Si quelques lecteurs en ressent l'effet, le poète est justifié. L'acte de consommation devient la source de toute valeur. Mais il reconnaît que la consommation donne beaucoup moins de satisfaction à l'étude que la production parce qu'il y a sa grande indétermination. Et, le poète doit concilier les diverses autres sensibilités, ce qui est très difficile. Chaque consommateur a ses valeurs propres et Valéry souligne le caractère éphémère des valeurs littéraires. Il y a d'immenses variations d'une période à une autre, d'une société à une autre. Et parce que l'effet littéraire est par essence instantané, il est difficile à saisir. La transformation dans l'acte de consommateur est beaucoup plus difficile à préciser que celle du producteur, même si c'est le consommateur et le poète lui-même. Il peut dire nuance voluptueuse, mais est-ce que ça nous avance? Mais une conséquence importante de ce principe que l'œuvre n'existe qu'en acte est que la valeur poétique est liée à la répétition. L'artiste a pour but de vous exciter à désirer, de revoir, de rééprouver, de ressentir son œuvre indéfiniment. Je reviens à une des questions qu'a soulevée Antoine tout à l'heure. Le vers se fait répéter. Sa valeur est d'être redemandé par nous, s'imposer à la mémoire. Ce qui définit le véritable vers, c'est qu'il introduit en nous ce besoin de reprise. Donc, ça crée le besoin, mais ne le satisfait pas. Quand il parle du vers dans ces termes-là, il insiste sur le fait que le vers ne satisfait pas le désir, mais il crée un nouveau désir du même vers, de faire répéter, faire reprendre ce vers. Toute chose agréable s'impose à vous et vous ne pouvez pas ne pas la redemander. S'impose non pas de durée continue, mais de durée par demande de reprise. Alors, cette définition pragmatique de la valeur d'un vers dépend de sa capacité de se faire répéter, me semble importante et généralement négligée dans les discussions portant sur la valeur littéraire. Quand il s'agit des chansons, il me semble que nous acceptons que la valeur soit liée à cette capacité de s'imposer aux auditeurs, de s'installer dans les cerveaux, n'est-ce pas? De sorte qu'on a envie de les répéter ou de les faire répéter, de les entendre de nouveau, etc., ou même de les chanter nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais on a tendance à imaginer autre chose pour la poésie. Mais je crois que Valéry a raison, que nous devons admettre l'importance en poésie du fait que les vers réussissent à s'imprimer dans la mémoire de cette façon particulière dans leur forme même. Ce qui nous manque est une théorie de ce qu'on appelle en anglais catchiness, n'est-ce pas? C'est ce fait qu'on on dit ça dans une chanson, n'est-ce pas? Qu'on se souvient d'une chanson, d'un vers d'une chanson, on veut le répéter. Alors, si Valéry avait voulu faire une étude détaillée liant production et consommation, il aurait pu faire avancer la compréhension de cette question majeure.
S'il faut, comme le prétend Valéry, distinguer dans les études littéraires la production de la consommation, les cours de poétique semblent nous montrer que les étudier séparément n'est pas facile. Mais malgré son insistance sur l'impossibilité de joindre ou de réconcilier production et consommation, à certains moments du cours, il admet qu'en général, la production ne sera pas entièrement indépendante d'une conscience qu'aura l'auteur, de quelqu'un sur qui l'œuvre devra agir, le consommateur. Nous sommes dans toute production, la considération du consommateur est présente, plus ou moins consciente. Mathilde, hier, a cité une remarque sur Voltaire, qui a le consommateur en tête, n'est-ce pas? En effet, la considération des effets possibles pour un consommateur informe les choix de l'auteur, même si le consommateur en question est le second moi de l'auteur divisé contre lui-même, dont parle Valéry, n'est-ce pas? Et d'autre part, à la fin des cours, Valéry imagine un consommateur averti qui réussirait à apprécier les choix du producteur. Si nous avons affaire à un consommateur d'esprit délié et averti, il considérera le texte et il se rendra compte des substitutions qu'il pourrait y apporter. Je suppose naturellement un lecteur de premier choix, rare d'ailleurs, ayant examiné l'œuvre et mesurant ce qui a été fait par ce moyen d'essayer des substitutions. Donc, on sent qu'ici se fait un travail qui fait participer de très près le consommateur à un travail de producteur. Alors, c'est justement ce genre de conjonction de production et de la consommation, que ce soit chez le producteur ou chez le consommateur, qui aurait permis, je crois, des discussions plus productives pour la poétique littéraire, tandis que la séparation sur laquelle Valéry insiste semble entraver des possibilités fructueuses, bien qu'elle permette aussi certains aperçus importants. Alors, je vous remercie de votre attention.